Alors, les méduses n'ont pas fini de nous surprendre. Après les avoir décrites et mises en évidence dans leurs particularités physiques à travers notre billet de blog, que nous vous invitons à aller lire, pour le blog. nous allons vous faire découvrir quelles surprises elles ont encore réservées aux scientifiques et comment certains de leurs produits sont actuellement utilisés dans la recherche et l'industrie. Donc tout d'abord, l'industrie elle a utilisé le collagène pour en faire des crèmes anti-rides. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le collagène? Donc le collagène, c'est une protéine synthétisée par des types cellulaires variés, comme les fibroblastes, du derme, des chondrocytes du cartilage, mais on ne va pas trop s'étendre dessus. Donc il existe, à ton avis, Abby, combien de types cellulaires de types de collagène, pardon? Une seule, pourquoi il y en aurait plusieurs? Eh bien non, il y a une douzaine de collagènes. Donc chaque type de collagène a une origine différente. Mais le collagène est synthétisé selon les étapes classiques de synthèse de protéines. La transcription, la traduction, la maturation. Le collagène il est synthétisé sous la forme de tropocollagène qui est quant à lui constitué de 3 gènes polypeptidiques. Le collagène est utilisé par l'industrie pharmaceutique et cosmétique afin de réaliser des crèmes anti-rides. Pourquoi celui des méduses plutôt que ceux des autres? Du fait de leur appartenance au même groupe, celui des métazoaires, la méduse et l'homme partagent certaines caractéristiques qu'on appelle synapomorphies, notamment le collagène. Méduse et homme ont tous deux un collagène de type 5, ce qui les rend compatibles et il y a donc moins de risques d'allergie. Cette protéine, qui est présente à plus de 90% dans le derme humain, apporterait hydratation et un effet lissant. Ceux-ci sont surtout des promesses commerciales car le collagène ne pénètre pas dans notre peau et ne régénère pas notre collagène. Alors, le même collagène que la méduse. Similaire en tout cas, donc Abby, n'essaie pas de te tartiner de collagène parce que ça ne marchera pas, ça n'enlèvera pas tes rides. Toutefois, l'effet hydratant est possible qu'il soit présent car le collagène est une grosse molécule et ça conserve donc l'eau. Donc on va parler des... Très bien. Oui. Ah mince. Très bien. Bon il y avait ça aussi. Expliquer un peu le collagène, donc comment en fait il est synthétisé, parfois et quelles étapes en fait. On va parler maintenant des méthodes d'extraction. Donc à ton avis, Abby, comment on extrait le collagène de la méduse? Moi je pense qu'on pique la méduse comme elle nous pique un peu pour se venger, quoi. Pas du tout. Donc le collagène des méduses, c'est la méduse rhizostoma en fait, et c'est l'ombrelle, donc la partie supérieure et bombée, qu'on va d'abord congeler puis broyer. Bien sûr, il en faut une grande quantité pour recevoir un tout petit peu de collagène. Donc, afin de séparer des déchets, le collagène, on procède à différents lavements. Donc, 2 bains successifs de phosphate. Le broyage est récupéré par centrifugation. On retire le phosphate grâce à des bains dans de l'eau. Ensuite, pour récupérer seulement le collagène, on effectue une extraction à l'acide en fait. Donc ça constitue à placer le broyat dans une solution d'acide acétique, donc du vinaigre en fait. Et on agite pendant une quinzaine de minutes, le surnageant récupéré par centrifugation. Si ça vous intéresse plus, il y a le lien du brevet déposé à la fin du diaporama. Perso, ça m'intéresse pas trop. Hein. D'accord, très bien. Donc voilà, ensuite il y a un exemple. Pardon. Le laboratoire Javenet, qui est un laboratoire français basé à Fougères, en Ille-et-Vilaine en fait, et c'est un des labos français qui est spécialisé dans l'extraction de biomolécules marines. Donc voilà, il y a leur site internet si ça vous intéresse aussi. Je fais de la pub en fait. Oui, parce que ce que vous savez pas, c'est que je reçois du cash en fait après. Ensuite, la recherche a utilisé la fibrilline et la GFP. Donc la GFP, Abby vous en parlera plus tard, donc je vais vous présenter la fibrilline. Donc la fibrilline, c'est également une protéine, une glycoprotéine. Elle a de nombreuses propriétés. Donc,
l'élasticité, la cohésion des tissus et de nombreux autres. Pardon. La fibrilline 1 est une protéine ubiquitaire, c'est la capacité d'une molécule à se trouver dans tous les différents types cellulaires, mais elle est principalement exprimée dans les muscles lisses en fait. Donc, la recherche en fait l'a utilisée pour mieux comprendre les maladies cardiovasculaires comme le syndrome de Marfan. Donc le gène FBN1 sur le chromosome 15 code pour une protéine, la protéine fibrilline 1, qui est le principal composant des microfibrilles. Ces structures peuvent s'assembler en fibres élastiques ou non. Le syndrome Marfan est dû à des mutations ponctuelles de ce gène, donc le FBN1. Ce dernier, en fonction des cas, entraîne la synthèse d'une fibrilline anormale, ou carrément empêcher toute synthèse de fibrilline. Donc, ce qui provoque un tissu conjonctif qui est affaibli et ça entraîne des problèmes au niveau du cœur, des vaisseaux sanguins, des yeux, des tendons, des articulations. Donc voilà. Et pour l'instant, il n'existe aucun traitement, aucune manière de guérir de ce syndrome. Mais le fait de leur appartenance, donc comme je disais tout à l'heure, au même groupe phylogénétique, l'homme et la méduse, donc le groupe des métazoaires. La fibrilline est également, je crois qu'elle leur ressemble également, et du coup ils peuvent en fait s'entraîner, faire des expériences sur la fibrilline afin de mieux comprendre ce syndrome. Et peut-être découvrir un traitement ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc, Abby, à toi. Moi, je vais vous parler de la GFP. Donc, c'est une protéine fluorescente verte. Elle a été découverte pour la première fois en 1962 par le japonais Osamu Shimamura dans une espèce de méduse bien particulière qui est Aegorea victoria. C'est une méduse bioluminescente. Cette bioluminescence part de la base de son ombrelle qui forme un cercle vert. Et cette bioluminescence est intracellulaire. Elle utilise une protéine qui est l'aécorine ainsi qu'un substrat qui est l'ion calcium. Cette bioluminescence est due à une réaction enzymatique dans un photophore de cette protéine qui, lors d'un contact ou de certaines vibrations de l'eau, s'agite et ensuite réagit avec l'ion calcium et s'excite. Vous avez un schéma sur le diapo. En revenant à l'état désexcité, cette réaction produit un photon qui émet de la lumière bleue. Et ce photon va à son tour exciter une autre protéine qui est la GFP. Donc la protéine de notre méduse peut absorber le bleu, le violet et l'ultraviolet et réémettre cette lumière en vert. Donc maintenant que vous savez d'où provient la bioluminescence, nous allons parler de la composition et de la structure de la GFP. La GFP est une protéine formée d'une seule chaîne de 238 acides aminés. Le chromophore est constitué par les chaînes latérales d'une glycine, une tyrosine et une stérine. La structure de la GFP montre la présence de feuillets disposés sous la forme d'un tonneau, dit tonneau bêta. Donc en jaune vous avez les hélices et en magenta vous avez en magenta vous avez les hélices qui contiennent le chromophore et en jaune les feuillets. Donc vous savez ce qu'est la GFP, mais vous vous demandez sûrement à quoi elle sert. Peut-être aux autocollants pour les enfants. Non, pas du tout. Non, pas du tout. En fait, le gène issu de la méduse Aegorea victoria peut être fusionné in vitro au gène d'une protéine que l'on souhaite étudier. Le gène recombinant est ensuite réintroduit dans des cellules ou en embryon qui va alors synthétiser la protéine alors fluorescente. Donc tu pourras observer à l'aide d'un microscope à fluorescence, par exemple. Et donc tu peux étudier... oui. Donc ça sert de marqueur. Ouais, c'est ça. Et par exemple là, ici tu as un exemple. Tu peux voir dans le microscope à fluorescence de la tubuline fusionnée à la GFP. Donc en fait, la révolution de la protéine GFP par rapport à tout autre matériel luminescent réside dans le fait qu'elle ne nécessite pas d'additifs pour briller. La fluorescence ne nécessite ni substrat ni cofacteur. Il suffit de soumettre la GFP à une radiation bleue ou UV pour observer une brillance verte. Ainsi, une fois la GFP en place, il n'y a pas besoin d'injecter d'autres substances chimiques au sein de la cellule qui pourraient perturber l'étude.
Est-il envisageable de visualiser plusieurs phénomènes simultanément? D'après vous, peut-on dans ce but fabriquer des GFP de couleurs différentes? Donc à votre avis? Oui. Non. Vous êtes nuls, il faut dire non. Ouais, bah, oui, on peut en fabriquer. Donc en fait, l'inspiration, elle a été trouvée chez les coraux et les anémones de mer, qui sont d'autres cnidaires, qui expriment des protéines fluorescentes comme la GFP. Et donc elles brillent en bleu, jaune, orange, rouge et toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc à travers notre présentation, nous avons prouvé que les cnidaires ne sont pas uniquement un danger, mais une nouvelle voie pour la recherche et l'industrie. Et que grâce à ce qu'il la compose, c'est-à-dire par exemple là, ce dont on vous a parlé, le collagène, la fibrilline et la GFP, et peut-être bien plus, nous espérons en tout cas avoir au moins suscité votre curiosité à travers pour ces petites bêtes et que... c'est pas...